Grande question. Ine Ashgacha Pratit, Vekol Kavanata. L'Ashgacha Pratit, providence individuelle. Et toute l'attention de cette Ashgacha-là, cette anaga d'Hachem envers l'homme, individu, la vie Adam Israël ad Geulato, d'amener le juif jusqu'à sa Geoula. Personnel. Geoula de ses faiblesses, Geoula de ses peurs. Lama Efo, Rak Meati Maslichim Beze. Alors pourquoi on voit qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui arrivent réellement à ça? Des gens qui arrivent à dire Pada Beshalom Nafshi, Hachem m'a racheté, Hachem m'a libéré de mes faiblesses, de mon Yitzhara, de mes masbidot, de mes peurs, de ma lourdeur. Il n'y a que très très peu de gens qui arrivent à dire ça. Pourtant, le but de la Shgra pratique, c'est justement ça, c'est d'élever chacun, d'amener chacun sa propre Géoula. Or, la Shgra le fait pour tous. Alors pourquoi finir avec une minorité de gens qui arrivent? Alors, c'est écrit dans le Teilim, Rakaim Gimel. C'est écrit Artov, l'Israël Elohim. Hachem n'est que bon pour le clan d'Israël. Les barrés, les vaves, pour ceux qui ont le cœur pur. Barré, les vaves. Bar, c'est pur. Barré, ceux qui ont le cœur pur. C'est étonnant. On te dit le fin du pasuk. C'est écrit Artov l'Israël Elohim. Hachem est bon pour Israël. Le clan d'Israël. Dit le Midrash Yachol Akol. Alors donc aujourd'hui, on peut comprendre de ces mots-là qu'Hachem est bon envers tous. Talmud Lomar, la suite du pasuk. Les barrés, les vaves, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc il y a une notion comme ça, que Hachem fait une anaga pour tous. Tov l'Israël Elohim. Hachem est bon pour tous. Après on dit non, pour les purs. Pour ceux qui ont le cœur pur. Il y a un autre passage qu'on voit aussi la même chose. Tov Hachem les Kovav. Hachem est bon envers ceux qui espèrent en lui. Kovav, Tikva, espoir. Ça s'écrit dans Echa. Tov Hachem les Kovav. Hachem est bon envers ceux qui espèrent en lui. Yachol Lakol. Alors je peux penser que c'est pour tous. Hein? Quoi, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu vas te faire là? Bezrat Hachem. Est-ce que tu seras au Seder? Bezrat Hachem. Qui dit pas Bezrat Hachem? Quelqu'un va te dire non? C'est Tov Hachem, d'accord? Hachem est bon envers ceux qui espèrent en lui. Alors, Yachol Lakol, alors ben, je peux penser que c'est tous. Talmud Lomar dit la suite du pasuk, le Nefesh tidresh chez nous. Pour l'âme qui le cherche. Je veux dire Bezrat Hachem. Mais est-ce qu'on cherche Hachem? Non. Donc Hachem est bon pour ceux qui espèrent en lui, mais pas qui attendent qu'Hachem fasse le pas. Les autres font le pas vers Hachem. Le Nefesh tidresh chez nous. Ils cherchent Hachem. Un autre pasuk. Tov Hachem le ma'oz. Hachem est bon et donne du réconfort. Hein? Yachol lakol. Je pensais qu'Hachem donne du réconfort à tout le monde, renforce tout le monde. Tout le monde veut yoder c'est beau. Hachem a conscience de ceux qui se mettent à son abri, qui s'abritent chez Hachem. Là, ils trouvent du réconfort chez Hachem. Encore une fois, on parle du Naga qu'Hachem est bon, donne du réconfort, c'est vachement qu'il fait pour tous. On dit non, yoder c'est beau. Ceux qui s'abritent en lui. Je compte sur toi. Quel est beau? Un autre passage dans Tehillim. Ashrei Adam Ozlovach. Heureux l'homme qui trouve sa force en toi. Yachol Akol. Je crois que tout homme comme son dit Ashrei. Celui qui trouve son réconfort en Hachem, il a Ashrav. Talmud Lomar, mais si l'autre bilvavam. Ceux qui ont créé des chemins dans leur cœur. Ça veut dire, ceux que les sentiers de la Torah se trouvent dans leur cœur. Les sentiers de la Torah sont dans leur cœur. La façon de réfléchir de la Torah. La démarche de la Gemara. Ça, les Shvili de Torah, les démarches. Les sentiers. Ceux qui ont intégré dans leur cœur les sentiers de la Torah. La démarche de la Torah, les esprits de la Torah. Chez eux, on dit Ashrei Adam Ozlo Bach. Pour celui qui trouve du réconfort en toi. Un autre pasuk encore dans Tehillim. Et tu vas Hachem la Tovim. Hachem fait le bien au bon. Non, moi je pense qu'Hachem fait le bien au bon. Yachol Lakol. Alors je pensais qu'Hachem fait le bien à tous. Talmud Lomar dit le suite du pasuk. Veli Sharim Veli Botam. Ceux qui sont droits, intègres dans leur cœur.
Encore un pasuk. Encore dans Teilim. Karov Hashem lechol koreav. Hashem est proche de tous ceux qui font appel à lui. Lechol koreav. Tous ceux qui font appel à lui. Donc, moi, tous. C'est quoi ce du pasuk? C'est le mot mamar. Lechol Hashem ikra'uhu be'emet. Ceux qui font appel à Hashem be'emet. C'est ceux qui font la tefila en mode récitation devant l'Éternel. Après tu l'as fait. Bah, ça peut pas faire de mal. Non, mais la question c'est pas le tefila parce que ça pourrait faire de mal. La tefila c'est est-ce que tu crois be'emet que ça ferait du bien? Est-ce que vraiment tu t'adresses à Hashem ou non? Non, tu l'appelles. Karov Hashem lechol korev. Hashem est proche de tous ceux qui font appel à lui. Je pense juste encore une fois, on parle d'une anaga générale, qu'après on vient restreindre. Non. Lechol Hashem ikra'uhu be'emet. Que ceux qui l'appellent be'emet. Qui réellement s'adressent à Hashem. Kayot Saba. Karov Hashem lechol. C'est le même pasuk. Karov Hashem lechol korev. Hashem est proche de tous ceux qui font appel à lui. Qu'ils ont dit Artov l'Israël Elohim. Hashem est bon pour le clan d'Israël. C'est quoi l'Israël? C'est le clan d'Israël. On dit non, les barrés, les vaves. Ceux qui ont le cœur pur. Donc, encore une fois, donc, on parle pas de tous. Encore un cas. Justement, ça va plus cher. Micha Mochan Nosé Avon. À la fin de Micha. Qui est comme toi, celui qui porte la Averot. Nosé Avon, Hashem supporte nos Averot. Donc, moi, je que Hashem supporte toutes nos Averot. Nosé Avon. Hashem nous supporte avec nos Averot. Yachol Akol. Je peux penser que c'est comme que c'est le cas. Talmud Lomar. Lish Erit Nachalato. Erit Nachalato. Ceux qui sont vestiges de sa Nachala. Du clan d'Israël. Il y a des gens qui représentent le clan d'Israël. On dit, ah, ça c'est encore un juif. Des gens qui s'appellent Shérit Israël. Ah, voilà un vestige du peuple juif. Voilà ce qu'on attendait de voir quand on parle des juifs. Voilà. Ça, on voulait voir. Ça. Shérit Nachalato. Pour ça, on dit qu'Hachem supporte toute la vie, pas pour tous. C'est un de Midrash Mantéli. Écoute, Moshimoni. Alors, ça veut dire tout ça. Donc, quand on parle d'une anaga constante d'Hachem, Tov Hachem, la kol, Tov Hachem, les kovav, Korov Hachem, les chol kovav. Et à chaque fois, le passage qui va restreindre, pas pour tous. C'est pour ceux qui sont purs, qui font réellement appel à Hachem, qui croient vraiment en Hachem. Ça veut dire ça. Quand il nous dit, la madriga shlishit, le Baal Itaïr. Là, on parle du 3e degré de Baal Itaïr. Un moura qu'il appelait Géoulat à Adam. Là, on va parler pas de la Naga d'Hachem, mais de la libération que ça opère sur l'homme. N'importe que Hachem a une ashgacha pratique envers chacun, une anaga individuelle envers chacun. Et le but est d'arriver à la Géoula de l'homme individuel. Chacun doit arriver à sa propre Géoula. Et là, ce passage-là, il parle de cette darga shlichit. Pas de la Naga d'Hachem, mais de l'effet que ça fait sur la personne. Jusqu'où l'homme est arrivé à sa propre Géoula. Ashgacha pratit manigat kol la klal Israël. Il va répondre à la stira dans le psukim. L'ashgacha pratit, la providence individuelle, va dire qu'elle dirige tout le klal Israël. Chacun dans sa vie va une anaga d'Hachem particulière, des tournants, des clins d'œil, des messages qui sont passés. Donc l'anaga pratit, l'ashgacha pratit, dirige tout le klal Israël. On est tous concernés par ça. Ach imayachid magia legulato olo. Mais de là à savoir est-ce que chaque individu va arriver à sa Géoula, que chacun arrive à sa propre Géoula individuelle, ça, talouy ba'adam atzmo. Ça dépend de l'homme. Que tous ces psukim, ce qu'ils veulent dire, c'est que Hachem de son côté, c'est le même anaga pour tous. Il envoie les messages, il fait des tournants dans la vie, il prend des décisions. Hachem a une anaga pratique envers chacun, il dirige chacun de façon individuelle. Mais comment chacun réagit à ça? Pour savoir est-ce que dans cette anaga d'Hachem, chacun va réagir de façon à ce que cette anaga va l'amener à sa Géoula individuelle, ça dépend de chacun. C'est que l'effet que ça doit faire, amener l'homme à sa propre Géoula, ça dépend de chacun. Je dis, des barrés les vaves, ça dépend de l'homme. Que ça fasse en effet, ça dépend de tout un chacun comment il le prend. Hein? Non, mais comment chacun réagit aux appels qu'Hachem lui fait dans sa vie. Ça va, c'est pas tu vas dans ta vie des moments de naga d'Hachem envers toi. Dans l'ashgacha pratique. Alors, est-ce que tu réagis à ça? Tu vas dans le sens de cet appel du ciel?
Tu le suis. Et si tu le suis, évidemment, cet appel va t'amener à ta propre Géoula. Je dis non, c'est pas comme ça que j'ai prévu de faire au départ. Alors, Beva Kacha Hachem, laisse-moi dans ma petitesse et ma tranquillité. Moi aussi réagir comme ça. Sûr? Réagir comme ça. Alors sur ça on dit. C'est un exemple très simple. Comment Rav a ouvert la yeshiva de Be'er Yaakov? Au début, il pensait même pas ouvrir une yeshiva. Il y avait un mouvement d'Israël qui s'appelait Tnuat Ezra. C'est un mouvement de gens d'origine d'Allemagne, de Yeke, Tnuat Ezra. Et ils prenaient ce qui s'appelle à l'époque la Chaloutiout. Les gens qui étaient là, être pionniers en Israël, en étant religieux. Ça s'appelle Tnuat Ezra, le mouvement Tnuat Ezra. Ils prenaient la Chaloutiout, être pionniers d'Israël, travailler la terre, s'installer, développer le pays, en étant religieux. Et donc ils avaient des grosses subventions. Ils se sont dit, on va faire une structure avec le Rav Wolbe, qui était de Berlin, allemand, qui a fait du rôle. Ils pensaient que Rav Wolbe était comme eux. Donc ils proposaient d'ouvrir une yeshiva Be'er Yaakov, avec les subventions de Tnuat Ezra. Quand la yeshiva était ouverte, on a déjà eu du mal à avoir des élèves, mais très vite ils ont compris que Rav Wolbe c'est un vrai élève des yeshivot lituaniennes. Ah, et entre-temps, il avait fait la yeshiva, il était à Berlin, il a fait l'école Goy, il a fait le bac, il avait commencé des études de psychologie en Suisse, il est comme nous, lui. Il n'a pas compris que, quand Wolbe est rentré à Mir, il a dit, je garde Mir, a brûlé en lui tout ce qu'il avait de Yeke. C'est devenu un pur disciple des yeshivot lituaniennes. Et là, il y a un clash. Ils ont dit, non, bon, d'accord, tu étudies la Torah au niveau des yeshivot lituaniennes, tu enseignes l'Ashkafa comme ton maître Rabbi Yochanan l'enseignait, mais on peut aussi, en parallèle, être un pionnier, travailler la terre, avant de culture générale. Il leur dit pas dit qu'on peut pas, mais n'appelez pas ça une yeshiva. Yeshiva, c'est quand ça s'appelle une pure yeshiva. Donc du coup, il y a un clash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lâché. Ils se retrouvent avec une yeshiva dans les bras. Alors qu'il n'avait jamais appris à ramasser de l'argent. C'était même pas sa nature de ramasser de l'argent. Quand tu vas dans les maisons en Allemagne, ça faisait tellement pas de ramasser de l'argent là-bas, que les gens, ils mettaient maintenant de l'avion, ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas qui donner. Donc ils mettaient dans une boîte, le jour où il y aura un pauvre qui va venir, ou un envoyé d'Eretz Israël, un Meshoulach, qui va donner au Pekno, au Schnorrer, une œuvre de l'Est d'Israël, pour arriver. La base d'Akash, en Allemagne, il n'y avait pas. C'est comme à Strasbourg, dans les vieux immeubles. C'est quoi? Colportage et mendicité interdite. On a ce don! Puis quand on fait des colportages et mendicité, on a ce Dakar, c'est interdit là devant le Dakar. On a ce don à Strasbourg. Ça n'existe pas. Toute l'Allemagne c'était comme ça. Parce qu'on peut pas. Moi, tu vois, j'ai un Allemand. Quand tu arrives à un retard de 5 minutes, le gars déjà il est plus là. Pourquoi? Il m'a fait un sale coup. J'ai pas prévu que de t'attendre 5 minutes. Donc si tu attends 5 minutes, tu ne seras plus là. Il m'a fait un coup, je t'ai pas prévu. Donc comme ils veulent tout prévoir. Quand tu as un pauvre qui va à sa porte, il demande la zakat. Non, mais j'ai prévu de dépenser, là. C'était pas dans mes prévisions. Donc, il ne faut pas supporter ça. Il faut tout prévoir. Il faut qu'il y ait de l'argent de côté pour marier les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, ça. Un portage, mendicité. C'est pas le programme, ça. C'est pas prévu. Voilà comment réagissaient les Allemands. Le Varolbeuk était un pur berlinois. Il a fait l'école Goy. Un vrai Allemand. Entre-temps, il est passé à Yeshivat Mir. Qu'est-ce que tu veux avec une yeshiva dans les bras? C'est ton programme, ça? Non? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la yeshiva parce que c'est pas le programme? Il fallait payer des gens. Et bien il a assumé la yeshiva. Et il commence à repousser ses manches, à lui ramasser de l'argent. Pour un Allemand, c'est une avoda. En plus, Arlo, c'était quelqu'un de timide. C'est pas du tout son style à ramasser de l'argent. C'est quelqu'un de timide. C'est pas du tout sa nature. Mais est-ce qu'un jour il a dit, pas, mais c'est pas le programme, ça? Non. Il a affronté la situation. Pourquoi? Parce qu'il dit, qui l'a mis dedans? Non, que c'est pas au programme. C'est-à-dire que moi, je l'ai pas prévu, alors qu'il a prévu. C'est un Kadosh Baruch Hu. Évidemment, si moi, j'ai pas prévu, c'est ce qu'il a prévu. Ah. Ça s'appelle pas l'âge guerre pratique? Oui. Je pensais pas faire une yeshiva, bah ça, je me suis retrouvé avec une yeshiva dans les bras. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais dans le sens de l'âge guerre pratique? J'ai commencé à ramasser de l'argent.
savoir qu'il n'y a pas de trop d'argent pour les fonds pour payer les gens, pour payer les fournisseurs, pour payer les rabbinim. Non, je sais pas le programme. Bon, laisse-moi dans ma Yekishkaït. Si Hachem il a un esprit d'utilité, Hein? C'est pas un client, au contraire. C'est un Isaïen. Justement, il fallait qu'il dépasse ça. Exactement, il fallait qu'il dépasse ça. Ça, c'est quelqu'un qui a dépassé, qui a suivi la Shgacha Eliona. Voilà. C'est dur, Nahon, mais il arriva à sa propre Géoula. Tu le voyais, il n'y a plus rien d'allemand. Il restait une chose d'allemand, c'est qu'il était ordonné. Ça a été très très ordonné. Justement, au niveau de l'espace, tout est ordonné. Habillé tip top, ça va, moi je reste. Tout le reste, pour programme, ça n'existait pas chez lui. Pas du tout. Fermeture d'esprit, ça n'existait pas du tout. Il est très ouvert d'esprit. Très ouvert. Qui l'a amené à dépasser tout ça? Là, je il y en a envers lui. Une autre personne aussi comme ça. Avant pas Moyel. Salvaya. Pour raconter un peu son histoire, jusqu'où c'est une histoire qui n'était pas du tout au programme non plus. C'est quelqu'un qui a grandi en Algérie à Oran. Enfin, qui est d'origine d'Oran. Là-bas, il faisait ni Shabbat ni rien du tout. Yom Kippour. Il gardait Yom Kippour, mais il savait même pas lire. Il n'allait même pas à la synagogue. C'était un groupe des scouts. Ils allaient le matin à la synagogue voir ce que ça avait commencé. C'est pas lire. Donc, du coup, ils partaient en randonnée toute la journée de Yom Kippour. Quand ils voyaient qu'ils étaient vers la fin de la journée, vers le coucher du soleil, ils revenaient à la synagogue pour s'assurer qu'ils étaient en train de finir pour savoir si on peut aller manger ou pas. Quand ils voyaient qu'ils avaient fini la là, on peut aller manger, on va à la maison. Parce que c'est Yom Kippour. Sa mère était très heureuse de lui avoir appris le Aleph Bet quand il était enfant. C'était tellement exceptionnel qu'elle en a fait une fête. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il est reparti à l'école Goy, il est arrivé à la bar mitzvah, il fait la paracha, il avait oublié tout l'Aleph Bet, il fallait recommencer. Il a dit, on va apprendre à lire en hébreu pour dire la paracha de bar mitzvah. Et je sais pas combien il a lu. Il n'a rien du tout. Après, il est rentré au ZI. À l'âge de 15 ans, il a commencé à s'intéresser. Et là, il est parti très vite. Il a commencé à s'intéresser. Voilà. Il a commencé à apprendre à lire, à faire ses culottes, des filines. Du coup, il organisait au ZI des minyanim. Comme il avait aussi un tempérament de meneur, où il a été totémisé au ZI. Il n'appelait plus mince et agréable. C'était son. Et après, là-bas, il a une petite amie. Il a connu à l'âge de 15 ans au ZI. Il porte un pantalon, c'est normal. Comme des jeunes algériens qui ont grandi avec rien. Algérien. Rien. J'ai rien. Ils ont grandi avec rien. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure de son parcours, lui il a avancé dans sa pratique. Il a fait son bac. À 18 ans, sa mère avait décidé qu'un bon juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Médecine. Donc il était inscrit en première année. On s'appelle PCM1, dans les de médecine, à Paris. Il est parti à Paris. Il avait entendu parler de Yeshiva. Et il rencontre un ami des AI aussi, qui était déjà ingénieur de Supélec, l'ancien de Supélec, qui s'appelait Rav Léon Yehuda El Kaïm. Il lui a dit, il est entré de Getzed, il a fait quelques temps à Getzed, avec Getzed, il lui a dit, si tu veux, est-ce que tu t'intéresses à Getzed? Il dit, oui, je t'intéresse. Il dit, vraiment, si t'es intéressé, je peux t'aider à rentrer. Il dit, mais il faut trouver une bourse, il n'y a pas de quoi payer le train pour elle. Il fallait payer le train, le coach, le bateau, ok. Il lui a dit, va voir, il y a peut-être un gars qui peut te trouver bon, c'est un gars qui s'appelle Émile Seban. Donc, Micha même, le jour même, il trouve, le lendemain, il rencontre ce Émile Seban, alors que c'est pas du tout au programme. Il rencontre ce Émile Seban, qui lui a débrouillé une bourse de 3000 francs. 3000 francs. Il appelle pour s'enseigner combien il fallait pour payer le voyage, le bateau je crois que c'était de Dunkerque, dans la France à Newcastle. Il a dit 3000 francs. Bon. Et comment il est arrivé de Paris jusqu'à là-bas? En stop. Il arrive en stop là-bas. De là-bas, il a pris le bateau. Comment il arrive de là-bas à Getzed? En stop aussi. Il arrive en culotte courte à Getzed. Il n'y a pas de commandant. Comme les îles devant. En culotte courte.
Il y a un copain qui va le voir, il dit Jean-Paul, on comme ça les yeshivas, que l'autre fois. Bon, attends, je débrouille un pantalon. Il lui amène un pantalon, et puis comme il rentre devant les yeshivas, il voit 150 élèves qui étudient avec une avira. Ça lui a changé la vie. Il a dit voilà à quel monde je veux appartenir. Il avait 18 ans. Il rentre à l'Yeshiva, il a fait Bat Mada, il montait du jour tous les 3 mois. Jour Aleph, 3 mois. Jour Bet, 3 mois. Gimel, 3 mois, Kibbutz, comme ça monté le jour. Il s'est arraché. Mais, j'ai un problème. Il est rentré à l'Yeshiva, il a appris qu'on peut pas avoir un petit ami. Il a pris ça, il savait pas ça avant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il est revenu pendant des vacances. Il a vu, il a dit écoute-moi, on peut pas rester comme ça. On se marie, on se sépare. Il lui dit mais si on se marie, moi je vais continuer à aller de Getzen. T'es prête à me suivre? Il lui a dit je suis prête à me marier maintenant, enlever mon pantalon, on va porter des juifs, on se marie, on va à Getzen. Bon, il fallait aussi que les parents entre eux ça s'arrange. Il avait 18 ans. Il lui a dit ok, les parents se sont mis d'accord. On va se marier. Du jour au lendemain, elle a accepté de mettre des jupes. On fait des chevaux on repart à Getzen. De quoi ils habitaient, un jeune couple de 18 ans, il n'y avait rien du tout. Un peu de quoi. Ça s'appelle un attic. Il y avait en Angleterre, en général, chacun une maison privée. Il y a comme le grenier, c'est le attic, je crois. Ils avaient un grenier. Pour vous dire, ça gelait là-bas en hiver, à Getzen. Voilà. Pendant 1 an, ils ont habité là-bas. Dans des conditions précaires. Elle faisait un peu de ménage par-ci par-là pour rentrer un peu d'argent, lui étudier. Là-bas, ils ont eu leur premier garçon. 1 an après, il a été appelé pour enseigner au Maroc. Et du coup, il a passé 15 ans là-bas. Là-bas, il a commencé à enseigner la Torah. Il est arrivé à Meknes. Première vie, non, d'abord à Oujda. Là-bas, il a eu un grand beau-père sur le un garçon. Après, il est passé à Meknes, il a enseigné là-bas. Et il a eu une fille. Après, il a été appelé en 58 à Tanger pour diriger le séminaire des filles de Tanger. Après, il a été dénoncé à De Gaulle, parce qu'il a voté contre De Gaulle, il a été dénoncé. Du coup, ils l'ont forcé à faire un service militaire. Qui nous que la France est une démocratie. Qui sont service militaire, ils l'ont buté à Fès. Des Kavana, ils vont pour l'énerver, un père de 4 enfants. Ils l'ont envoyé à Fès, des Kavana, là-bas, il n'a pas de travail. Encore une fois, sa femme, avec les 4 enfants, ils parlent à ça chez Michel pour demander qu'il a passé au service militaire. Parce qu'il a voté contre De Gaulle. Tom, une fois qu'il est sur le service militaire, il a appelé à diriger un séminaire à Casablanca. Encore un garçon, encore un autre garçon. Le dernier, c'est Rouven Amoyot. Certains l'ont connu à Créteil, ça rapport à Créteil. Il arrive là-bas, son quatrième son garçon, il dirigeait un séminaire à Casablanca. En 69, sa femme tombe très gravement malade. Il doit du jour au lendemain quitter le Maroc. Sans parler à ça, sans rien. Alors qu'entre temps, il avait une bonne situation. Il dirigeait une école qui avait commencé avec 30 filles chez lui. À la fin, il avait déjà 300 filles. 300 filles. Du jour au lendemain, il a dû tout lâcher. Il est parti là-bas. En 69, il arrive à Paris. Il commence à voir que c'était les époques où les Juifs arrivaient d'Afrique du Nord. Le Maroc, Algérie, Tunisie. Et c'était après la Shoah, le judaïsme français il restait plus rien quasiment. Les peu de rescapés n'avaient plus d'espoir de retrouver quelque chose de. Il fallait ouvrir des écoles juives. Sinon, tous auraient fait l'école goy, tous auraient été perdus. Ils avaient un projet d'ouvrir une école à Sarcelles. Il fallait des fonds. Il va chez le Grand Maître de France, il dit voilà, on voudrait ouvrir une école. Il dit mais pour l'instant, le consistoire va investir dans les boucheries. Pour qu'ils vendent cachère. Je leur dis mais s'il n'y a pas d'école juive, personne ne va manger cachère. Bon, personne, il n'a pas aidé. Il est parti au Fonds social unifié juif. Ah, c'est un fonds social unifié. C'est un joli nom, ça. Peut-être qu'ils vont penser au clan d'Israël. Ils lui ont dit rendez-vous. Et moi, j'aimerais bien, quel est votre projet? Il leur a dit je voudrais ouvrir une école Sarcelles. Il y a des gens de juifs qui arrivent maintenant ici. Ils ne sont pas encadrés, il n'y a pas d'instruction, il faut faire une école juive. Ils leur ont dit mais est-ce que vous avez déjà un compte en banque? Et alors il leur a dit si vous avez une subvention à donner, je vous une association, je mettrai l'argent, c'est pas de problème. Il dit, hein?
Alors, quand vous aurez un compte en banque, vous revenez me voir. Et de toute façon, nous avons déjà en tête d'ouvrir la grande école juive du Nord de Paris. Il a compris ce que c'était l'establishment juif français. Il a dit laisse tomber. Il a retroussé ses manches. Elle a voyagé en Amérique. Par Siata Dishmaya. Il a fait connaissance avec Volson. Dans quelles conditions? Il avait une question pour l'éducation. Il est parti à Bnei Brak chez un Egdolim qui s'appelait Raphaël Greenman. Et Raphaël Greenman parlait avec un homme d'affaires américain, je ne sais pas qui c'était. Il dit fait comme ça, le soir il dit non pas comme ça, après il dit comme ça, le soir il dit pas comme ça. Après lui, il pose la question, ils sortent ensemble. Et l'homme d'affaires il dit mais de quoi vous discutez? Alors il dit qu'après vous voulez ouvrir des écoles juives en Israël pour le monde religieux, et qu'il a dit à ce rave-là, à cet homme d'affaires de pas faire de lim ou d'école, pas de rôle. Et l'homme d'affaires américain leur a dit non, mais je veux qu'il y ait un peu de rôle pour qu'il y ait une ouverture au cas où il va pas rester au collège. Voilà, c'est le victoire qui est entre les deux. Ils ont commencé à discuter, se baptiser. Après cette rencontre-là. Qui était ce monsieur-là? Zev Olson. Son le bracha. Pour quelques années après, il a voulu ouvrir au Torah. Il savait qu'il y avait un grand philanthrope qui était à New York. Il a rendez-vous avec lui. Il est parti avec qui là-bas? Avec ce Rav El Kaïm qui l'a fait rentrer à Getzed. Ils arrivent chez Zev Olson, ils ont un rendez-vous. Alors Zev dit c'est quoi? Quel est votre projet? Voilà. Il y a beaucoup de juifs sur Paris. On a commencé à ouvrir une école à Sarcelles. Pour l'instant, on fait des cours dans le centre communautaire. On nous a donné quelques salles pour prendre les enfants et tout ça, mais ça grandit. On est en train de faire une demande à la mairie pour avoir un terrain, il faut construire. Parce que, alors, les enfants, ils leur disent ça, il faut le faire comme ça, ça, il faut le faire comme ça, ça, il faut le faire comme ça. Bon, il écoute. À la fin, il lui dit, Monsieur Wolfson, vous êtes un homme d'affaires brillant. Vous avez réussi, effectivement. Mais le chinour, c'est mon domaine. Il était choqué. Personne n'avait osé une fois lui parler comme ça. Pour vous dire qui est Wolfson, que vous avez une notion de sa fortune, il avait longtemps dans le Paris Match, il a fait un reportage sur un riche américain qui s'appelait Jeff Steiner. Jeff Steiner. Et ce gars-là, c'est quelqu'un que Jean-Paul Amoyer avait connu aussi. C'est un américain. Un jour, Jeff Steiner lui dit, mais tu sais, moi, devant Wolfson, je suis un pauvre. Comme ça, il lui dit. Jeff, il dit, moi, je suis un pauvre devant lui. Un pauvre. Il était multimilliardaire. Wolfson. Donc, il a rendez-vous avec lui. Il lui dit, bon, ok, il dit, ok, j'entends la demande. Il ressort sur $1 de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un homme d'affaires, il voulait savoir chez qui il investissait. Il a fait une enquête de 6 mois sur la personne. Sur lui et Ravel Kaïm, savoir si sont des endroits de confiance avec qui on peut travailler. 6 mois après, un virement, $100,000. C'est comme ça qu'il a payé l'école de Sarcelles. Au fur et à mesure, il a ouvert comme ça l'école de garçons Sarcelles, filles Sarcelles, l'école de Créteil, garçons, filles, l'école du 20e, l'école du 13e. Après, il y avait une époque, il y avait aussi une école à Toulouse. Au final, il a ouvert à peu près 22 institutions qui avaient chaque année entre 3 et 4 000 élèves. Il m'a dit dans sa vie combien d'argent il a ramassé pour ce Mosdot. Il m'a dit, il a ramassé dans sa vie $80 millions. Maintenant, ne croyez pas que l'argent venait et qu'après il construisait. C'est que des tonnes de fois il avait des dettes, des banques, des problèmes. Et pour 10 fois il se disait comment je vais faire. Est-ce que c'est au programme qu'il ait tellement de problèmes et tellement de dettes et tellement de trucs? Non, il avait grandi comme un Algérien. Il pensait faire médecine comme un bon juif. Ensuite, il a changé de programme. Il s'est lancé pour le clan d'Israël. Ça, c'était pas un programme. Mais, une chose, quand il voyait qu'Hachem le lançait dans un kivoun, il suivait. Mais toute sa vie, c'est dit une chose, qu'est-ce que Hachem veut de moi? Je sens qu'il y a un appel ici, je suis. Et de nature, encore une fois, il a dû ramasser de l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui était effronté, qui avait de l'audace? Quand il était jeune, marié, il est parti chez un vendeur avec sa femme acheter des habits. Ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne taille. Sa femme lui dit, le jeune vendeur, en sortant, il a vu que son vendeur leur a fait une remise. Apparemment, le jeune couple leur a plu, il leur a fait une remise. Du coup, il avait honte du vendeur. Et sa femme lui dit, mais attends, mais c'est pas la bonne taille.
Il dit, mais j'ai honte d'aller le voir. Quoi, j'ai déjà fait une réduction, je vais pas aller le voir. Voilà sa première nature. Il avait honte de changer un habit qu'il avait payé avec une réduction parce que c'est pas de bonne taille. Demande à quelqu'un comme ça d'aller ramasser de l'argent maintenant. C'est sa nature d'aller demander? Non. Mais il a suivi son tachlit. Donc il a fait. Pour vous dire, à d'écart qu'il a bien fait, par ce travail-là, du coup, le fait qu'il a dû ouvrir des écoles en France, ça l'a mis en contact avec beaucoup d'hommes politiques, des maires, des membres de mairie, des présidents. Je m'en parle de vue, il appelle au téléphone, je pense le ministre de la Justice. Il allait régulièrement chez Chirac. Il est en contact avec tous les hommes politiques. Et pas du coup. Et Wolfson, par lui, il a aussi été mis en contact avec d'autres hommes politiques français. Ils ont aussi en contact avec des plus grandes fortunes américaines, surtout de la communauté syrienne. Il a connu Wolfson, il a connu Safra. Et un jour, il a eu un rendez-vous avec Safra. Une heure à parler avec moi, Safra, ça vaut le coup. Donc il y avait un heure de rendez-vous. Ils sont engagés à faire un montant de $500,000. Ok. Entre-temps, le temps est passé, il fallait revenir pour venir récupérer. Le temps est passé. Longtemps se passe, parce que plus qu'un an sont passés, quoi. Il a dû repartir en Amérique pour refaire un rendez-vous avec lui. Alors, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, il dit $500,000. Alors, il dit à sa frère, il dit, mais ça c'était pour la dernière promesse. Qu'est-ce qu'on fait pour cette année? C'est un timide qui parlait. Qu'est-ce qu'on fait pour cette année? Bon, sa frère, il a commencé à sourire, il lui a dit, encore 500,000. On fait des choses sans savoir où on va, Hachem te suit. Je n'appelle pas une Géoula pratique. D'où il est sorti, où il est arrivé? Hein? On essaye. D'où il est parti, où il est arrivé? Et c'est pas sa nature, encore une fois, de ramasser de l'argent. Il était timide de nature. Il était timide. Mais il a suivi. Il a suivi la Shgacha Eliona. La Géoula Tatsmo. À tous les écarts, il écrit un livre sur sa vie. Enfin, il est interviewé par un littéraire français. Il racontait sincèrement toute son enfance, sa vie, les filles qu'il a connues dans le passé, avant Tartchouva. Et ça énervait beaucoup de gens, de religieux. Dis quoi, tu parles de toi, vas-y? Ça énervait. Genre, dis tes mythes, alors il m'a dit, je voulais pas en faire un livre de Moussard. Il m'a dit, je voulais que des gens qui ont commencé, là où j'ai commencé, puissent savoir où ils peuvent arriver. Donc il a raconté tout son parcours. L'époque où il avait dit parce qu'il pensait même pas que c'était interdit, c'est normal d'en avoir. C'est comme ça, même qu'il a connu sa femme. C'est dans le monde comme ça, c'est comme ça que ça se faisait. Et la suite. Donc, comment là-bas, il a bifurqué vers Ketsed. Là-bas, il a bifurqué vers l'enseignement des séminaires et des écoles au Maroc. De là, il a bifurqué vers l'école Akiba, après au Torah, après au Guaré, etc. Il a construit un de Blissov. Oui, c'est lui Guaré. Pour vous dire sur le Guaré, à chaque fois qu'il avait un virement qui vient d'Amérique, il appelait son banquier, il dit voilà, j'ai de l'argent, des dollars à convertir. Et Guaré, c'est aussi un projet qu'il a fait aussi avec Zev Wolfson. Le projet était de faire un village où il y aurait que des juifs, avec une école juive, d'Avrichim qui dorment sur place, avec un internat pour les enfants, et l'Avrichim, que leur facture n'arrive même pas chez eux, ça arrive à la direction des Guarriers. Ils sont là que pour étudier. Il y a des rabbinim que toute leur carrière de Rav a été faite, Rav Chamou, sur le Bracha 2. C'est Guarrier, il le disait toujours. C'est toute ma Torah, c'est Guarrier. Rav Peur, l'Avdi Ben Chaim, qui était pendant des années au collège de Créteil, qui maintenant est reparti à l'écoute, c'est Guarrier. Rav Pepperman, c'est Guarrier. Rav Kravitz. Des tonnes de gens qui doivent leur carrière à Guarrier. Un projet comme ça, il fallait construire des immeubles, des maisons, une école, il y avait même une piscine en Guarrier. Le budget qu'il fallait était gros. Donc il a parlé avec Zev Wolfson. À un moment, il arrive à la... Il dit ok, il dit je te fais un premier virement. Il fait un premier virement. Alors il appelle son banquier, il dit voilà, j'ai un truc. Le banquier dit combien? Et alors il dit, le banquier dit quoi, $100,000? Il dit non, plus que ça. Il dit quoi, 200,000? Non, nettement plus grand. Il dit quoi, 400,000? Nettement plus grand. Il dit combien? $3 millions.
voyez, c'est le plus gros virement qu'il a eu de sa vie, c'était celui-là. Quand Zé Alexandre va glorieux, c'était moins $500. Il dit, non, monsieur Moyet, je viens chez vous à la maison. C'est le banquier qui est venu à la maison pour faire l'échange. Donc il a connu tous les grands du monde. Les grands hommes d'affaires, les hommes politiques. Et comment Hachem l'a mis sur le chemin. Il arrivait à Getzed, il parlait pas anglais. Femme Chavruta, qui parlait français. Qui était sa première Chavruta qui parlait français? On en cherchait un à Getzed des années 50 qui parlait français. Sur qui ils ont trouvé? Moshe Reichmann. Reichmann, de ton retour. Maintenant, comment Reichmann parlait français? Parce qu'avant-guerre, ils sentaient que la guerre allait éclater. Ils ont fui. Où ils sont retrouvés? À Tanger, au Maroc. Du coup, là-bas, il a pris français. Il a été sensibilisé au monde Farad. Parce qu'ils ont passé la guerre au Maroc, les Reichmann. Après, il est parti à la Yeshiva, à Getzed, parlait français. Du coup, sa Chavruta, c'était lui. Quand après, il a ouvert au Torah, c'était qui un de ses gros donateurs? Reichmann! Quand Reichmann était parti à ton retour, Hachem lui a fait rencontrer sur sa route, sa Torah, ses donateurs, ses rabbanim, toute la suite est arrivée comme ça. Mais la Chokhmah c'est une émouna, c'est de la émouna. C'est qu'il a suivi à chaque fois dans tous les matchs de sa vie. Dur, pas dur, dette, pas dette. Il a suivi. Parfois, il avait des dettes comme ça. Il arrive en Amérique, chez les Syriens, il arrive à la synagogue. Hein. Il dit, Rabotai, je suis millionnaire, j'ai 5 millions de dettes. Hein? Il avait toujours la pêche, malgré les rachatsi, malgré des tirs d'hôtes, malgré des rédifs, des poursuites. Il avait toujours la pêche et la tête pour chacun. Voilà. Mais ça, c'est un exemple. C'était pas sa nature du tout dans l'argent. Du tout. Il était timide de nature. La preuve, c'est que quand le piquait, il ne rendait pas. Il était vraiment un ave. Mais Hachem l'a mis sur un derrière qu'il a suivi. Bemouna shlema. Voilà. Il a des enfants qui sont tous menés Torah. Donc j'ai dit, souvent les parents religieux ont un problème que leurs enfants ne sont pas assez religieux. Lui, il avait un autre problème. Que pour lui, ses enfants étaient trop religieux. Et le problème des enfants, c'était quoi? Mon père n'est pas assez religieux. Alors là, il connaît nous ces problèmes. Ils disent quoi les jeunes? Mon père, il est trop religieux, il veut trop de moi. Et le père, il dit, mon fils, il n'est pas assez religieux. Mais il avait un problème inverse. Son problème était que les enfants étaient trop religieux. Les enfants disaient, papa, il n'est pas assez religieux pour nous. Par quel mérite il a eu ça? Zikouy Arabim. Tu donnes au clan d'Israël, Hachem gère tes enfants. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui arrive à la Géoula Tatsmo. C'est que dans sa vie, il a eu une Ashgachelion, comment il a eu son biais pour arriver à Getzed, comment il est arrivé à tomber sur Rahman, comment il a rencontré Wolfson. Sa vie lui a montré qu'Hachem était là. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile. C'était très dur. Mais, de quelle façon, qu'on dit, Hachem, l'Ashgacha pratique est livré pour tous. Déjà, c'est comment nous, on répond aux appels de l'Ashgacha pratique. Là, c'est là. Et quand on répond à l'appel comme il faut, l'homme arrive à sa propre Géoula, à la Géoula Tatsmo. L'Odaïliot Mikovav, ça suffit pas d'être seulement quelqu'un qui espère en Hachem. Rak Nefesh Tidreshenu, celui qui cherche Hachem de toute son âme. Riazocha, le Darga Elionazo chez l'Ashgacha pratit. Cette âme qui cherche Hachem Behemet, elle sera Zocha l'Ashgacha pratit. Behemet Tidreshenu à Nefesh, par quoi l'âme cherche Hachem? Im Bebor Levav, soit par la pureté du cœur, au Bishvileya d'Oraita, ou par le Limud Torah, on connaît la Torah dans toutes les démarches de Limud. Ou par l'intégrité, par la droiture de cœur, ou par une vraie tfila. Arrête, on finit là. Celui qui désire avoir une geoula individuelle, celui qui désire avoir de la gdusha, liot mishérit Israël davka, être un des vestiges du clan d'Israël. Ça, c'est celui qui représente le juif tel qu'on l'imaginait. Ou Asher Katav Ramban de Biur Mizak Kedoshim, ce que le Ramban écrit dans Kedoshim, Veloniye Kamon Bene Adam, ne peut être comme la majorité des gens, Hamon Bene Adam, la généralité, Amelachlechim Atzman Bekiur Bemotarot, qui se salissent par des comportements moches et par du superficiel. Kedoshim Tiyu, dit le Ramban, Prushim Tiyu, détachez-vous de ce qui est moutar. Mitzvah Liot Mishérit Israël. La mitzvah est de faire partie de ceux qu'on dirait, ah, ça c'est un vestige du clan d'Israël.